Salut à tous, je suis le Fossoyeur, et aujourd'hui j'ai déterré pour vous un petit film indépendant qui va probablement connaître une sortie confidentielle. Le Hobbit, ou plutôt devrais-je dire Bilbo le Hobbit. Le récit de la première aventure de Bilbo en compagnie du magicien Gandalf et d'une compagnie de 13 nains, aventure au cours de laquelle Bilbo fera la découverte du fameux anneau unique. A l'origine, il s'agit d'un roman publié par J.R.R. Tolkien en 1937, soit 17 ans avant Le Seigneur des Anneaux, dont les deux premiers tomes furent publiés en 1954 et le troisième en 1955. Donc, à tous ceux qui emploient le terme de préquel, non. Le Hobbit n'est pas une préquelle du Seigneur des Anneaux. Par contre, le Seigneur des Anneaux est une suite du Hobbit. Nuance. L'élaboration de la mythologie de la Terre du Milieu a été un projet de vie pour Tolkien. Par exemple, l'écriture du Silmarillion a été très marquée par son expérience dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Toutefois, Bilbo le Hobbit, première publication de l'auteur qui se déroulait dans cet univers, a été écrit dans une démarche bien plus légère. Il s'agissait avant tout d'un conte que Tolkien avait écrit pour le plaisir de ses enfants. Il a dû se dire que Blanche-Neige l'a joué petit bras avec ses 7 nains, et qu'avec 13 nains, se souvenir de tous les noms serait, pour le coup, un vrai bon gros challenge des familles. Thorin, Balin, Dwalin, Oin, Gloin, Fili, Kili, Dori, Ori, Nori, Bifur, Bofur, Bombur. Yes! Devant le succès raisonnable du livre, l'éditeur insista pour que Tolkien produise une suite qui, censément, était vouée à s'inscrire dans la lignée du premier volet. Par contre, pendant les années qui suivirent, l'œuvre échappa totalement à ses intentions de départ et, prenant de plus en plus d'ampleur, elle devint la vaste fresque du Seigneur des Anneaux. Le récit se transformera en énorme phénomène, notamment à travers la culture hippie des années 60, qui trouvait un écho énorme dans cette histoire de voyage initiatique écolo. C'est pour ça que Le Seigneur des Anneaux a immédiatement supplanté Bilbo le Hobbit en termes de notoriété, et est devenu pour l'industrie du cinéma le défi ultime de Tolkien à adapter. Épique, dramatique, dense, imaginatif, guerrier, romantique, violent, bref, cinématographique, bien que réputé inadaptable. Il y a bien eu une première adaptation en dessin animé en 1978 par Ralph Bakshi, un animateur culte et injustement sous-estimé que je passe mon temps à appeler Bashki au lieu de Bakshi. C'est un peu comme Ulrich, le méchant de Blake et Mortimer que j'ai passé toute mon enfance à appeler Orlick. Mais désolé, je digresse. Le film vaut le coup d'œil, il est parfois bancal mais contient de belles fulgurances. Il utilise notamment le procédé technique de rotoscopie, c'est-à-dire intégrer des prises de vue réelles à l'animation traditionnelle, ce qui lui donne un rendu graphique assez unique et fascinant. Le Seigneur des Anneaux version Bakshi s'arrête étrangement à la fin de la bataille du gouffre de Helm, ce qui correspond en gros à la moitié des 2 tours version littéraire, et à la fin des 2 tours version Peter Jackson. En fait, le film à l'origine était censé être un diptyque, mais faute de succès, la suite n'a pas pu voir le jour. Après, il y a eu bien entendu les adaptations ultra célèbres de Peter Jackson, dont les 3 volets sont respectivement sortis en 2001, 2002 et 2003. Bon, je ne vais pas faire un comparatif entre la version littéraire et la version cinématographique du Seigneur des Anneaux, car ce n'est pas le propos de cette chronique. Les puristes tirent bien entendu à boulet rouge sur le film, parfois à tort, parfois à raison. Personnellement, j'ai lu les livres à 14 ans, peut-être que suffisamment de temps a passé entre ces lectures et la sortie des films, mais en tout cas, j'ai pris les films pour ce qu'ils étaient, un média différent du média littéraire, donc avec des choix de narration et un langage autre. Après, ça ne m'a pas empêché de m'arracher les cheveux sur certaines facilités, comme par exemple les mages qui font du kung-fu. Ouais, non. Ou encore le côté caricaturalement bourrin de Gimli. Car oui, je rappelle que les nains bourrins, c'est une déformation de Donjons et Dragons. Dans l'univers de Tolkien, les nains sont avant tout une race raffinée. Mais globalement, j'ai beaucoup d'affection pour ces films qui ont réussi un tour de force logistique et artistique quasi inespéré. 9 ans après la sortie cinéma du Retour du Roi, nous voici donc aujourd'hui attendant la sortie du Hobbit. Le Hobbit, c'est probablement le film le plus attendu de l'année. Là oui, je vais arrêter de l'appeler Bilbo le Hobbit parce que ce n'est plus le titre du film, et qu'entre les différentes traductions, Bilbo est devenu Bilbon et que ça devient un beau bordel. C'est un projet qui a connu beaucoup de rebondissements aussi bien artistiques que juridiques, et qui ont bien failli lui empêcher de voir le jour. Pourtant, avec le succès du Seigneur des Anneaux, on pouvait imaginer que Peter Jackson pourrait monter le projet d'un claquement de doigts, mais non. Le film, qui à l'origine devait être réalisé par Guillermo del Toro, a apparemment été un vrai parcours du combattant. Au début, les espoirs étaient grands. Tout le monde était super excité de voir ce que Del Toro, l'auteur de l'excellent Labyrinthe de Pan, allait bien pouvoir faire de Tolkien. Après, c'est l'enchaînement. Complications juridiques de studio, retards multiples, attaques de syndicats appelant les acteurs à boycotter le film, départ de Guillermo del Toro qui ne pouvait plus se permettre d'attendre à cause de ses obligations sur d'autres projets, gros pépin de santé de Peter Jackson, un parcours du combattant, je vous dis. Après tous ces remous, Peter Jackson a fini par reprendre les rênes. Del Toro est toujours crédité au scénario, mais c'est Peter Jackson qui fait son retour sur le tournage en mars 2011 en tant que réalisateur. Comment appréhender aujourd'hui le Hobbit, juste avant sa sortie cinéma ? Difficile d'y voir clair au milieu de tout ça. Donc voici pour toi, attentif spectateur, quelques raisons de t'inquiéter mais aussi d'espérer. Tout d'abord, les facteurs de méfiance. Déjà, il y a le ton légèrement à côté de la plaque. Bilbo le Hobbit, c'est un conte globalement court, léger et pétillant. La bande-annonce par contre a l'air d'essayer de le faire passer pour une fresque sombre et épique. En clair, le faire passer pour le Seigneur des Anneaux, qui est un récit à l'ambiance et aux intentions complètement différentes.
Ce décalage a été confirmé par la décision de la production, après la fin du tournage, de sortir le Hobbit non plus en 2 volets, conformément à ce qui était prévu depuis le départ, mais finalement en 3 parties. À vue de nez, le Seigneur des Anneaux fait quoi 1500 pages? Le Hobbit 300? Jackson a bien entendu déclaré que ce choix était motivé par la volonté de rendre justice à la complexité de l'histoire, mais encore une fois, Bilbo, c'est un petit conte. À moins de se livrer à plein de croisements improbables, on ne peut pas étirer Bilbo sur la même temporalité que le Seigneur des Anneaux, c'est absurde. Peter Jackson a l'air de vouloir à tout prix surfer sur le phénomène du Seigneur des Anneaux, quitte à sacrifier ce qui fait la spécificité du Hobbit, et ça, c'est un peu inquiétant. Ensuite, parmi les trucs qui me font aussi grincer des dents, il y a le facteur nain balourd. Nain balourd! Alors ça, je l'évoquais déjà un peu avant. Le Seigneur des Anneaux, c'était 3 films un peu particuliers, parce qu'entre chaque sortie cinéma, l'équipe de production a organisé des tournages additionnels, d'une part pour développer ce qui semblait leur manquer pour les sorties cinéma en question, mais aussi pour préparer les fameuses versions longues, bien supérieures en qualité aux versions courtes. Le dommage collatéral, c'est que ces tournages se sont déroulés après la sortie cinéma du premier volet, alors que le phénomène populaire autour de la trilogie commençait à se développer. Peter Jackson a donc pu, pour des raisons parfois mauvaises, accentuer certains aspects qui plaisaient aux spectateurs, et les films ont peu à peu perdu le parti pris presque naturaliste du premier volet. C'est ce que j'appelle le facteur nain balourd. Nain balourd! Je pense notamment au moment Colgate de Legolas, pour plaire au public féminin. Colgate! Ou encore donc l'humour souvent lourdeau attribué à Gimli, qui dans les volets 2 et 3 devient un ressort comique caricatural, en complet décalage avec ce qu'il est dans le premier volet. Ce qui, on est d'accord, a donné lieu à certaines scènes assez fandardes, mais est aussi assez limité sur la longueur. Hélas, le Hobbit a l'air de reprendre certains de ses défauts et même de les amplifier. I'm surrounded by dwarves. What are they doing? Ces nains, ils viennent de se mettre un coup de boule pour se dire bonjour. Juste non! Nain balourd! Parmi les facteurs de méfiance, il y a aussi les personnages ajoutés. Saruman, Legolas, Frodon et Galadriel, tous les 4 issus du Seigneur des Anneaux, seront dans le Hobbit, sans mauvais jeu de mots, alors qu'ils n'apparaissent tout simplement pas dans le livre. Il n'y a vraiment aucune raison de les intégrer à l'intrigue, autre que le seul plaisir de les revoir et de ravir les fans du Seigneur des Anneaux qui n'ont jamais lu Bilbo le Hobbit. Mais à ce moment-là, moi ça me ferait plaisir de revoir Honda de Street Fighter 2. On peut le caser? Merci. À mentionner aussi Radagast, cousin de Gandalf, l'un des 5 membres de l'Ordre des Mages, aussi appelé Istari. Dans le livre, Gandalf ne fait que le mentionner, mais il est apparemment devenu un personnage à part entière des films. Là, bon, à la rigueur, pourquoi pas? Enfin, ce qui sera apparemment un personnage majeur a été créé de toutes pièces. Toriel, une elfe jouée par Evangeline Lilly. La question qui s'impose. Pourquoi? Le contenu du livre ne suffit pas? Je trouve ça assez étrange pour un réalisateur de clamer son amour du matériau d'origine, mais finalement de le désavouer avec ce genre de choix de narration. Jackson et ses scénaristes ont peut-être réussi des croisements habiles avec d'autres parties du récit à peine évoquées dans le livre, notamment en ce qui concerne l'évocation du nécromancien, ou encore la disparition de Gandalf pendant un bon tiers du récit. Mais de loin, ça sent quand même le roussi. Bon, là j'ai l'air d'être uniquement négatif, mais je vous rassure, il y a quand même quelques signes qui donnent envie d'espérer. Les facteurs d'espoir donc. Tout d'abord, Richard Armitage. Armitage, c'est un excellent acteur qu'on a pu voir notamment dans les séries MI5, Robin des Bois, Strike Back, ou encore en méchant de passage dans Captain America. Avec ses traits nobles et son charisme à l'ancienne qui lui donne l'air d'un cousin anglais de Hugh Jackman, c'est un type qui aurait facilement pu jouer Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Mais dans Le Hobbit, il joue le rôle de Thorin, le leader de la compagnie des nains qui embarque Bilbo à l'aventure, et c'est finalement pas plus mal. Je parlais un peu avant du traitement parfois lourdement caricatural des nains. Heureusement, il a l'air d'être contrebalancé par certains personnages d'importance, écrits et interprétés de manière plus subtile, comme celui de Thorin. Nain pas trop balourd! Mais parmi les atouts du casting, il y a aussi Martin Freeman. Freeman, c'est l'interprète de Bilbo, le héros du récit, mais aussi un acteur qui a une carrière surprenante, allant de son personnage de Harder timide dans Love Actually, au héros en peignoir du Guide du Voyageur Galactique, en passant par le rôle de Watson dans l'excellente série Sherlock, réinvention moderne des romans de Conan Doyle. Au-delà de sa ressemblance bienvenue avec Ian Holm qui joue Bilbo vieux, Freeman c'est un des meilleurs choix possibles pour jouer le personnage. Non mais regardez-le, que ce soit dans le film ou dans la vie, ce mec est un hobbit. Parfait pour jouer le type simple et innocent embarqué malgré lui à l'aventure. En cela, le personnage de Bilbo fait directement écho à son rôle dans le Guide du Voyageur Galactique. Et d'après les bandes annonces et les premiers extraits du Hobbit, Freeman a l'air de s'être approprié le rôle le plus naturellement du monde. Enfin, parmi les facteurs d'espoir, il y a ce que j'appelle « on ne change pas une équipe qui gagne » ou presque. L'équipe de production du Seigneur des Anneaux, malgré les quelques défauts du film qui relèvent surtout l'écriture, a accompli un boulot proprement hallucinant, qui a donné naissance à certains moments de cinéma carrément inoubliables. Bon, je ne vais pas lister tous les moments ici, mais entre la mort de Boromir, l'arrivée de Gandalf et Éomer au gouffre de Helm, ou encore Théoden galvanisant ses troupes devant Minas Tirith, difficile de choisir.
Tout ça a été rendu possible notamment grâce à une direction artistique juste gigantesque, réunissant entre autres deux des meilleurs illustrateurs de Tolkien, Alan Lee et John Howe, mais aussi Richard Taylor à la tête de Weta Workshop, le studio néo-zélandais qui s'est occupé des effets spéciaux et des accessoires. L'équipe de production qui a travaillé sur le Hobbit est globalement la même, ce qui laisse présager une qualité de production et une cohérence au moins aussi grande que sur le Seigneur des Anneaux. Avec quand même un petit plus. Ce petit plus, c'est Guillermo del Toro. Il a beau avoir quitté le projet en cours de route, il a l'air de lui avoir laissé une marque importante, et pas seulement au niveau du scénario. Reste à voir quelle est l'importance de ce leg, mais Del Toro a apparemment fortement influencé les choix de direction artistique, apportant un sang neuf bienvenu à la production. A noter également une technique de tournage sensiblement différente. Le film a été tourné en 3D, mais aussi en 48 images par seconde. Pour rappel, les films sont traditionnellement tournés en 24 images par seconde. Le 48 images par seconde donne un cachet différent à l'image, ressenti comme plus fluide et lisse. Pour beaucoup, ça aboutit à un rendu moins cinématographique. C'est pour cet aspect presque factice des images que les bandes annonces ont été beaucoup critiquées, mais c'est quelque chose dont on ne pourra juger qu'une fois face au film. En espérant au passage que la 3D aura, pour une fois, une réelle utilité. Bon, j'espère que ce petit retour en Terre du Milieu vous aura été utile avant la sortie du film, et ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera en salle. A bientôt. C'est si épique. Épique, dramatique, dense, imaginatif, romantique. Nain balourd.